Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler lecture aujourd'hui avec les top et flop, mes top et flop lectures du mois de juin. J'ai encore lu pas mal, comme vous pouvez le voir, ça c'est les livres dont je vais vous parler. J'en ai lu 9 ce mois-ci, parce que je suis toujours dans l'optique de diminuer ma pile à lire, et je suis très contente parce que elle diminue effectivement. J'étais à 16 le mois dernier, je suis passée à 7. La case n'est même plus entièrement pleine. Donc voilà, ça c'était la mission, arriver autour de 5, et du coup maintenant je suis contente, donc je pense que je vais baisser un tout petit peu le rythme. Alors je vais vous en parler dans l'ordre où je les ai lus. Alors j'ai commencé par Les Jolies Choses de Virginie Despentes. Bon, je peux pas dire que je sais pas. Je sais pas trop. L'histoire, en gros, c'est deux sœurs qui, on comprend, s'entendent pas du tout, mais elles sont sœurs jumelles. Et il y en a une qui a plein de plans pour devenir célèbre, mais elle chante pas bien, et l'autre a une belle voix, donc la première demande à la deuxième de juste lui prêter sa voix pour pouvoir faire un album, pour pouvoir faire une chanson, voilà. Et c'est un peu leur quotidien à Paris, voilà. Je m'arrête là, mais pas de coup de cœur, ou voilà, ça se lit assez vite, mais je me dis pas qu'il faut absolument que vous le lisiez. Ensuite, j'ai lu Irène Frachon, Mediator 150 grammes, combien de morts? Là, c'est un livre enquête sur l'affaire du Mediator. Donc Irène Frachon, c'est celle qui est devenue lanceuse d'alerte, en fait, par cette enquête, qui révèle que le Mediator provoque chez certains patients des malformations cardiaques. Et en fait, je l'ai lu parce qu'il y a une BD qui est sortie sur ce sujet, de Irène Frachon aussi, et puis avec des dessinateurs. Et avant de lire la BD, je voulais lire le livre documentaire. C'est très intéressant, c'est très bien écrit, et on comprend très bien, même sans être médecin. Alors évidemment, il y a des choses, il y a des termes, où il y a surtout des postes, je pense, la différence entre directeur de clinique ou clinicien ou machin, qui échappe un peu, mais c'est pas ça qui est fondamental dans ce qu'elle dit. C'est plus à quel point bah voilà, il y a eu plein de gens qui ont eu des intuitions, et puis après ça a été documenté, et puis après voilà, mais ça a quand même été étouffé par la force du laboratoire Servier. Mais en tout cas, énorme scandale de santé publique, donc c'est bien de se renseigner un petit peu, je trouve. Ensuite, j'ai lu celui-ci que j'ai trouvé trop bien, Angela Davis, Are Prisons Obsolete? Je l'ai lu en anglais, Les prisons sont-elles obsolètes? Il existe aussi en français, mais je crois qu'il n'est plus édité en ce moment en français, en tout cas à la librairie où je l'avais demandé, elle m'a dit qu'il était plus trouvable, donc je sais pas, peut-être en seconde main. Il a été écrit en 2004, je crois. Enfin, franchement, il est passionnant. Ça montre aux États-Unis donc le lien entre la fin de l'esclavage et les prisons, et déjà le statut de prison qui au départ n'était pas une punition, mais qui était l'endroit où vous attendiez votre punition avant une sentence, des châtiments corporels, etc. Et puis après c'est devenu le châtiment. Le lien entre l'esclavage et la prison, l'exploitation des prisonniers dans des conditions qui étaient parfois encore plus inhumaines que sous l'esclavage, les conditions aujourd'hui, pourquoi elle pense que la prison n'est pas une bonne solution, et que ça ne réhabilite personne, et que personne n'en sort grandi, et que personne n'en sort gagnant au niveau de la société, etc. Et elle l'explique hyper bien. Elle parle aussi, elle l'ouvre un peu à la fin sur des nouvelles façons de faire justice, une réforme des prisons, parce que de toute évidence on peut pas tout fermer du jour au lendemain et trouver des solutions merveilleuses. Il faudrait que ça passe par des réformes d'abord, pour ensuite amener vers quelque chose de plus positif, mais vraiment, si vous l'avez pas lu, allez-y. Tout un truc aussi sur la création de prisons dans les années 80, où il y a eu un énorme boom, je sais plus si les chiffres sont exacts, mais c'est à peu près ce qu'elle dit, il me semble. En 100 ans, il y a eu 9 prisons qui ont été créées, et puis dans les années 80, en 6 ans, il y en a 9 autres qui ont été créées. Donc pour montrer l'accélération, et le fait que c'est pas juste la vie qui fait que, ou la population qui augmente, mais qu'il y a vraiment une volonté à ce moment-là d'envoyer un message, etc. Enfin bon, bref, vous avez compris, passionnant. Ensuite, j'ai lu 2 BD. Alors la première, elle s'appelle Polly, de Fabrice Melchior et Isabelle Pralong. C'est une BD sur un sujet qui est très rare, c'est-à-dire que le personnage principal de ce livre est un enfant intersexe. C'est tous les enfants en fait qui naissent avec un appareil génital qui n'est pas 100% masculin ou 100% féminin, et il y a tout un spectre
de différence. C'est pas un problème de santé, c'est pas des enfants qui sont malades, et pourtant, encore aujourd'hui en France, ils ont tendance à être opérés dès la naissance, juste pour des normes esthétiques ou sociales. Bref, je vous mettrai un lien vers un site d'une association ou un truc comme ça si vous voulez aller faire des recherches, c'est passionnant. Et assez grave aussi. Et donc là, le personnage principal est un enfant intersexe, et on voit les questionnements de ses parents à la naissance, ce que disent les médecins, l'adolescence, etc. Ça se lit très 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 vite. Je pense que j'ai mis moins d'1 heure parce qu'il y a pas mal de pages où il y a très très peu de paroles. Et c'est presque ce qui m'a un peu frustrée, c'est-à-dire que en le finissant, j'étais là, oh déjà. Donc voilà. Le suivant, c'est Jumelles de Florence Dupré de la Tour. C'est le tome 1 qui s'appelle Inséparables, qui est sorti cette année, et il y a un tome 2 qui est prévu, je sais pas pour quand. J'avais déjà lu de Florence Dupré de la Tour un autre qui s'appelle Pucelle, c'est le même format, c'est les mêmes dessins, c'est vraiment la même collection, et qui était aussi en 2 tomes, et j'avais beaucoup aimé Pucelle. Et en fait, j'en ai reparlé à quelqu'un il y a pas longtemps, donc j'avais relu Pucelle, et j'ai lu Jumelles juste après, parce que c'est en lisant Pucelle que j'ai eu envie de me dire ah j'avais bien aimé quand même, donc je voudrais lire celui-là. Et en fait, alors il est bien aussi, mais je pense que si j'avais pas relu Pucelle juste avant, il m'aurait plus plu, parce que il y a pas mal de choses, enfin pas mal, il y a certaines scènes qui sont dans Pucelle qui sont aussi ici. Et donc, alors elle raconte son enfance, donc il y a pas... il y a forcément des choses qui se recroisent, mais il y a des passages où on se dit ah tiens c'est un peu, ça fait un peu répétitif, alors que forcément c'est 2 angles différents. Là elle parle de sa gémellité, de son lien avec sa sœur jumelle, comment elles étaient dans leur bulle, etc. Et dans l'autre elle parle de elle, à quel point elle était naïve en grandissant, et à quel point surtout elle était entourée de silence par rapport à tout ce qui avait attrait à la vie, alors je parle sexuelle mais ça peut être aussi les règles ou les trucs comme ça. Et du coup, voilà, moi j'ai été un tout petit peu sur la retenue par rapport à celui-là. Il est bien aussi, mais il y a pas mal de scènes qui sont déjà dans Pucelle. Et toujours très fort chez Florence Dupré de la Tour, j'adore comment elle fait, comment elle représente les émotions on voit trop quand quelqu'un est en colère, quand quelqu'un est gêné, quand quelqu'un est embarrassé, avec 3 traits et un peu de couleur, en mettant un peu plus de rouge, un peu plus de cheveux et énervé et tout. Elle arrive hyper bien à le traduire, je trouve, visuellement, et ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son dessin. Ensuite, j'ai lu La fille du bourreau de Céline Knidler chez Jeune et Juliette. Vous savez que je suis ambassadrice de cette nouvelle maison d'édition qui a plus d'1 an maintenant, mais qui a sorti ses premiers livres fin mai, donc il y a quelques mois. C'est l'histoire de Céleste. Donc à l'époque, c'est un prénom mixte, mais qui est surtout donné à des garçons. Et donc Céleste est la fille du bourreau à Paris. Ça commence en 1649, et le bourreau à l'époque c'est un peu... ça porte malheur de lui parler, de le toucher, etc. Donc c'est quelqu'un qui vit un peu en marge de la société, qui est un peu isolé et un peu stigmatisé. Et donc ce bourreau a une fille et sait que sa vie sera très compliquée si c'est une fille, donc il décide de l'élever comme un garçon. Donc aux yeux de tout le monde, c'est le fils du bourreau qui l'accompagne, qui vit avec lui, etc. C'est donc sa fille, en fait, et on suit les aventures de sa fille dans son métier de futur bourreau, puisque ça se passait un peu de père en fils, et aussi dans d'autres aventures à côté, où il y a une partie où elle vit en fille un petit peu, où elle explore un petit peu, il y a un peu d'amour, il y a un peu d'enquête, c'est un peu politique, c'est un peu... elle croise le roi aussi, enfin voilà, c'est un peu tout ça, et c'était très sympa à lire, ça vous plonge vraiment dans le Paris de l'époque, que ce soit les décors, voilà, tout ça est très très agréable, et j'ai bien aimé. Donc Céleste, cool. Et donc il y aura la suite, puisque c'est une saga qui va sortir, je crois, à la fin de l'année aussi, ou début 2024. Ensuite, j'ai lu Lettres d'hiver, lettres d'été, écrire la maternité de Lucille Dupré et Maï Youssef. Alors celui-ci, je vais pas vous en parler en longueur, parce que je l'ai fait de façon assez détaillée dans ma vidéo de la semaine dernière, du book club, Blush Book Club que j'ai ouvert, et celui-ci c'était ma sélection de ce mois-ci. Donc, je vous mettrai un lien vers la vidéo qui commencera au moment pile où j'en parle. Comme ça, vous n'aurez pas à regarder toute la vidéo. Mais celui-là aussi, c'est un de mes méga coups de cœur. Il est hyper beau, hyper riche, hyper dense.
j'ai trop aimé. Ensuite, j'ai lu Libéré de la masculinité de Aline Laurent-Maillard, comment Timothée Chalamet m'a fait croire à un homme nouveau, à l'homme nouveau. J'aime beaucoup la couverture. La toute première partie du livre paraît un peu... pas gossip, mais c'est rigolo, c'est assez pop, c'est un peu je trouve Timothée Chalamet trop génial, tous ses films je les adore, etc. Et du coup, en quoi il représente une nouvelle masculinité, parce que effectivement c'est pas le gros baraque avec ses gros muscles qui va sauver la Terre, donc voilà, très intéressant mais très pop, et en fait petit à petit, assez progressivement, ça part vers une analyse un peu plus presque sociologique, à travers d'autres acteurs, d'autres comportements, des trucs sur le tapis rouge, sur parfois des petits morceaux d'interviews, ou des réactions, ou des tweets, ou des trucs comme ça, et alors, ça fait pas du tout gros essai sociologique, ça reste assez pop, donc très facile à lire, mais j'ai bien aimé, et notamment la dernière partie, qui s'appelle Retrouver l'espoir, c'est sympa comme titre de partie, je l'ai trouvé sympa et facile à lire. Je sais pas celui que je vous conseille absolument, mais je l'aime bien. Ensuite, j'ai lu Flash Count Diary, et alors celui-ci, pépite, mais il n'existe pas en français malheureusement, donc je vous en parle quand même, si jamais vous lisez l'anglais. Voilà, sachez qu'il est très cool, mais j'espère qu'un jour il sortira en français parce qu'il est vraiment trop bien. Il a été écrit par Darcy Steinke et c'est une histoire en gros de sa ménopause. Donc Flash Count Diary, c'est en gros mon journal intime où je faisais un décompte de ces bouffées de chaleur. Donc chaque jour elle écrivait à telle heure j'en ai une, à tel endroit, à telle heure, ça m'a fait ci, ça m'a fait ça, avec ses symptômes, etc. pour essayer de suivre un peu l'évolution. Et en fait, c'est un peu son voyage de ménopause, mais avec plein de parties différentes. Ça commence sur... elle fait des recherches sur les animaux qui vivent une ménopause et qui ont une vie un petit peu longue après la ménopause, et donc les trois qui ressortent le plus, c'est la jument, l'éléphante et l'orque. Et l'orque, elle se prend de passion pour cette société matriarcale des orques, et pour les grands-mères est-ce qu'on dit tribus, troupeaux, je sais pas comment on dit pour les orques, voilà, qui guident beaucoup, voilà. Moi j'adore les orques, donc ça m'a énormément parlé, c'était trop bien d'en apprendre un peu, mais au départ, je pensais que ça allait beaucoup en parler, parce que j'avais entendu parler de ce livre dans un épisode de la série documentaire, qui est un podcast de France Culture, je sais plus, je vous remettrai ça quelque part, où c'était 4 épisodes de podcast sur la ménopause, et il parlait pas mal de ce livre. Et en écoutant le podcast, je m'étais dit, tiens, un jour je lirai le livre. Et dans le podcast, il parlait beaucoup de sa relation aux orques, et donc je pensais que c'était tout le livre sur sa relation aux orques, et pas du tout. Il y a une partie au début, et il y a une partie à la fin. Mais tout le milieu, elle parle pas ou peu des orques, c'est plutôt sur les symptômes, et elle a interrogé aussi d'autres femmes, donc il n'y a pas que elle, il y a des copines à elle, mais il y a aussi des gens qu'elle connaissait pas spécialement, comment les conjoints ou conjointes vivent la ménopause de quelqu'un, les symptômes médicaux, elle est allée à des conférences, genre le congrès international sur la ménopause chaque année, voilà, elle est allée à celui d'Amsterdam, je sais plus en quelle année c'était, 2018 je crois, pour voir un peu ce que disaient les scientifiques à propos de la ménopause, et elle était un petit peu déçue. En gros, ils parlent tous de thérapie hormonale pour compenser les effets de la ménopause, et pour elle, c'est pas du tout une solution, et c'est une solution un peu imposée et un peu... marketée, mais qui est pas souhaitable pour les femmes. Bref, c'est plein de choses hyper... j'ai l'impression hyper franche, parce que c'est un peu... Alors c'est pas tout à fait écrit comme un journal intime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la date à chaque fois, mais on sent que elle réfléchit un peu tout fort aussi, c'est en cours de réflexion et tout ça, et je l'ai trouvé vraiment hyper intéressant. Et le dernier, que j'ai beaucoup aimé aussi, s'appelle Les Humiliés de Rosen Le Carboulec. Il est sorti en mai, me semble-t-il, et c'est une sorte de bilan de 10 ans après le passage de la loi du mariage pour tous. Et en fait, ça s'appelle Les Humiliés parce que elle montre, elle explique et elle démontre à quel point la communauté LGBT a été humiliée et attaquée et violentée, ne serait-ce que par le discours médiatique, par
la manif pour tous qui avait une énorme place dans les médias, et en fait en lisant tout ça je me suis dit mais attends, à l'époque et c'est vrai que j'écoutais pas du tout les infos, donc j'étais assez loin de ça et assez loin de me rendre compte surtout de l'impact que ça pouvait avoir sur des personnes LGBT, et donc elle met ça en lumière, elle reparle de toute la création du mouvement Manif pour tous, donc vraiment le truc anti mariage pour tous, et de comment ce mouvement s'est mis en marche, comment il a pris de l'ampleur, comment il a pris énormément de place, comment a réagi, il y a un peu de politique aussi, comment réagit le gouvernement, le ministre de la Famille de l'époque, la ministre de la Famille d'ailleurs en l'occurrence, le président, et après elle les a aussi interviewés pour écrire son livre, donc plusieurs années après, leur bilan à eux, qu'est-ce qu'ils ont, de quoi ils sont contents, de quoi ils sont moins contents, et on voit toute l'évolution du coup de toute la période où ce texte a été pas en délibéré, en débat, en fait, en France, qui a été très long, ça a duré plus d'1 an et demi. À un moment, elle parle notamment d'autres pays, où je crois, en Belgique, ça s'est fait en 2 jours, en Angleterre, en une après-midi, et en Espagne, pareil, en 1 ou 2 jours. Et nous, ça a été un débat très très long, et c'est bien, enfin, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir ce recul, parce que quand on est dans notre pays, ben, on se rend pas compte des différences forcément avec ailleurs, ou des spécificités. Et elle parle aussi de avant, c'est-à-dire ce qui a mené à ce que ça puisse se passer à ce moment-là, notamment avec le Pax plusieurs années avant, une dizaine d'années avant, et puis les conséquences avec les discussions sur aujourd'hui, avec notamment discussions sur la PMA et les choses comme ça. Mais vraiment, j'ai trouvé ça hyper intéressant, c'est hyper sourcé, c'est hyper clair, et à l'époque, elle était journaliste au Plus, c'était le supplément numérique du Nouvel Observateur, et donc elle a vraiment une position de l'intérieur, puisqu'elle était journaliste à ce moment-là, donc la couverture médiatique de l'événement, bon bah elle l'a vu de l'intérieur, mais elle l'analyse aussi maintenant avec le recul, en pouvant regarder tout ce qui s'est passé, vraiment très très bonne lecture. Ça m'a fait réaliser plein de choses où moi j'avais vu ça de très loin, et justement, je pense que c'est spécialement pour les gens qui l'ont vu d'assez loin, de comprendre un peu les mécanismes et de comprendre pourquoi ça a pu être, et ça a certainement été un événement traumatisant pour plein de gens de la communauté LGBT. Voilà, il y en a un dernier, mais je suis à 5 pages de le finir, mais je pense que je vais le garder pour le prochain Blush Book Club, donc je vais pas vous en parler aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous intéresser, n'hésitez pas, dans les commentaires à me partager vos lectures du mois. Ah oui, dernière chose, je suis toujours sur vous savez, je vous avais parlé de faire un carnet avec les lectures, et là je suis sur une piste délicieuse avec une amie graphiste. On a fait des essais de ma version qui était faite sur Word, donc forcément très très imparfaite, avec voilà, on améliore ça, et je pense qu'il va être très très beau. Je vous avais dit la dernière fois que je voulais le vendre autour de 20-25 €, bon bah ça je pense qu'il faut que je fasse une croix dessus. J'aimerais qu'on arrive à une trentaine d'euros, et pour l'instant ça me paraît compliqué si j'en fais pas beaucoup. Les impressions et j'aimerais bien que ce soit un bel objet, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si autour de 30-35 € ça reste raisonnable pour vous. Le premier vrai devis que j'ai fait chez quelqu'un, fallait que je le vende à 45 € pour que ce soit rentable, et je pense que 45 pour le coup c'est trop cher, donc ça je le ferai pas, je préfère enlever par exemple, le carnet se ferme avec un élastique, je préfère enlever certaines options comme ça que de le vendre vraiment trop cher. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du prix autour de 30-35, si vous l'achèteriez quand même ou pas. Encore une fois, j'aimerais bien le sortir entre la rentrée et Noël à peu près. Donc je suis pas très pressée, mais c'est toujours en cours, et je suis toujours en recherche esthétique et d'imprimerie et de faisabilité, etc. etc. Je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous retrouve la semaine prochaine pour les top et flops de tout le reste qui n'est pas lecture. Ciao!